C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est le colonel de la gendarmerie ici à Pamandzi qui nous reçoit. Olivier Capel, bonjour. Bonjour Patrick. Alors j'allais dire mon colonel, monsieur Capel, comment je dois vous appeler? C'est quoi la règle? Mon colonel. Mon colonel. Alors pourquoi mon colonel? Alors c'est pas du tout l'adjectif possessif, hein. Ouais. C'est pas que je t'appartiens Patrick, mais le mon c'est le diminutif de monsieur. D'accord. Et c'est une appellation voilà, qui date du 19e siècle et que Napoléon avait imposée auprès des armées de façon à pouvoir distinguer les militaires qui occupaient une charge de commandement. Parce que faut-il le rappeler, un gendarme est un militaire. Et oui, Hein, voilà. c'est bien ça. Alors quand vous dites monsieur le colonel, mon colonel donc, quand un civil vient vous voir ou vous croise, il doit vous appeler comment? Il doit m'appeler colonel, on l'accepte volontiers. S'il m'appelle monsieur Capel, j'en verrai pas d'offense, il n'y a pas d'obligation. C'est une obligation en interne. Entre militaires. Exactement. Dans notre propre discipline, dans notre propre hiérarchie. Olivier Capel, j'ai un certain nombre de questions et on va parler forcément de votre cœur de métier, la lutte contre la délinquance. Ça me gêne toujours ce mot-là, la lutte contre la délinquance, ou plutôt tous les efforts qui sont faits pour que les citoyens puissent vivre en paix. C'est presque un peu différent. Et puis on parlera évidemment de la lutte contre l'immigration irrégulière, clandestine, et les moyens qui sont mis en œuvre. Mais on ne va pas rester sur la forme, mais plutôt sur le fond. Et on va commencer tout de suite avec cette délinquance qui est autour de nous et qui nous inquiète, nous, citoyens lambda. Ça fait pas loin de 17 ans que je suis à Mayotte. 3 meurtres. En 10 jours, on n'avait jamais vu ça jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Est-ce que Mayotte change? Alors, comme tout territoire, je pense que Mayotte change. Oui. C'est un département qui évolue, c'est un département jeune. Alors moi, je n'ai pas la même ancienneté que toi ici, hein, Patrick. Je suis là depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis arrivé à l'été 2020. Mais j'étais déjà venu en 2018, comme à l'époque patron des gendarmes mobiles. Et donc, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi Mayotte à un moment particulier, de grands barrages sur l'ensemble de l'île. Et puis des premiers gros tremblements de terre avec l'arrivée de l'irruption du volcan sous-marin. Donc Mayotte avait un autre visage, clairement, en 2018 par rapport à ce que j'ai retrouvé en 2020. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, ça a aussi encore un autre visage que ce que j'ai connu en arrivant. 3 meurtres en 10 jours, oui, 2 en zone police et 1 en zone gendarmerie. Ouais. Quand tu me dis que ça n'est pas arrivé, hélas, l'année dernière, en 2021, on a eu 3 homicides dans l'espace d'un week-end sur Petite-Terre également. Donc, vrai. On a une violence. Mais c'était dans un même contexte. Oui. Là, c'est 3 contextes complètement différents. C'est une violence qui aujourd'hui s'exerce et qui est un des marqueurs de la délinquance à Mayotte. Ouais. Oui, donc la délinquance change, elle évolue. Elle évolue au même titre que la population change. Les motifs particuliers de ces homicides, et tu le comprends bien pour des procédures qui sont en cours, je ne pourrais pas moi m'exprimer dessus. Mais sur le fond. Sur le fond. Voilà, sur le fond. Aujourd'hui, cette délinquance, elle est régulièrement le fait de jeunes qui sont la plupart du temps mineurs. Environ 30%, 27 à 28% de ces délinquances en tout cas, concernent les mineurs qui sont mis en cause. Ces mineurs, aujourd'hui, ils sont face à une situation qui est compliquée parce qu'ils n'ont pas de perspective sur ce département. Ou en tout cas, des perspectives au-delà des temps de scolarisation sont faibles. Et on a face à nous, en fait, une jeunesse qui manque complètement d'avenir sur le territoire. On les amène à un certain niveau, on les scolarise, on les intègre dans un schéma sociétal qui leur permet d'espérer se développer, trouver une formation qualifiante, avoir un emploi, pouvoir s'insérer dans une société qui soit pacifiée et aider au développement de cette société tout en aidant en tout cas sa famille et en développant ses propres intérêts. Or, il n'en a pas la capacité, pour différentes raisons, des raisons administratives, des raisons de tissu économique, de tissu social qui manquent encore de développement sur Mayotte. Donc on a, au bout de chaîne, des jeunes qui sont dans une impasse. Et c'est ce manque de perspective qui aujourd'hui, pour certains, je dis bien pour certains, les font basculer dans la délinquance. Ce schéma de délinquance, il est renforcé aussi par des communautés qui vivent autour de villages, de quartiers et qui créent autour d'eux des entités. Et ces entités
Ces communautés qui viennent de l'extérieur, on est bien d'accord. Exactement. Ils vont constituer ces entités au sein de leur quartier, au sein de leur village. Ça veut dire quoi, constituer une entité? Concrètement, ils vont développer une culture de village, une culture de quartier et défendre cette culture-là. Pas forcément. Ils vont reconstituer un village tel qu'ils l'ont, par exemple, ailleurs. Au sein même du village. C'est-à-dire qu'ils l'ont connu, peut-être aux Comores ou ailleurs. Ça peut être le cas, c'est pas forcément le cas. Je le répète, beaucoup, en tout cas, de nos jeunes qui sont délinquants et mis en cause en tant que tels, sont nés sur Mayotte et n'ont pas forcément connu d'autres îles au sein des Comores que Mayotte. Pour autant, ils sont quand même sous l'influence d'une culture venant de leurs parents et de leurs aînés qui peuvent venir d'Anjouan, qui peuvent venir de Grand Comore ou de Moélie. Une fois qu'on a dit ça, ces jeunes, même de plus loin ou de plus tard, ou de Madagascar ou de pays africains. Mais on est plutôt sur l'archipel des Comores. Évidemment. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ces jeunes, finalement, défendent leur précaré. Et ils ne le défendent pas forcément pour des économies souterraines ou parallèles. Ça peut en faire partie, mais finalement, c'est relativement à la marge. On évoquait ultérieurement, on pourra évoquer ultérieurement des comparaisons qu'on pourrait faire avec d'autres phénomènes de délinquance en métropole. On n'est pas forcément ici sur une délinquance au sens premier du terme endogène, c'est-à-dire liée à un espace dédié d'un quartier comme les Tarterets, les Milbornes, où finalement ils défendent un périmètre dans lequel il y a tout un écosystème lié à cette délinquance, le trafic de stupes, raquettes diverses et variées, voilà, mais lié finalement à une aire géographique dédiée. Là, ce n'est pas forcément le cas. Ça reste quand même des affrontements de villages, territoire. Bien sûr, de villages, mais qui ne sont pas forcément liés à une appropriation à un moment ou à un autre d'un secteur pour faire du trafic ou une appropriation. C'est pour ça qu'on n'a pas de bande ni de gang ici? Alors, ou très peu? On en a, mais ce n'est pas forcément ce qui constitue le fondement premier des affrontements. Les fondements premiers des affrontements sont souvent une identification à un quartier qui, traditionnellement, s'oppose à un autre quartier ou s'oppose à un autre village. Combani, Mireréni, par exemple. Voilà, on peut avoir Longoni contre Trévani. Et c'est typiquement le cas où il y a cette identité, cette culture qui se crée autour de mon appartenance à un village. Et on sait gérer ça au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la gendarmerie, sur la zone gendarmerie. Est-ce que ça, on sait le gérer? Et si vous me dites oui, forcément derrière, je vais vous dire, mais alors pourquoi ça continue? Oui, on le sait gérer, mais c'est du temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à avoir des réponses et une immédiateté de réponse dans la cessation des infractions, dans l'arrêt de la délinquance, qui va à l'encontre d'un process de médiation, d'appropriation de certaines valeurs auprès de ces jeunes. Donc quand on travaille, comme tu le disais, dans la lutte contre la délinquance, on ne travaille pas que sur l'aspect répressif, ça fait partie de mon métier. Moi j'ai des officiers de police judiciaire. Au quotidien, leur métier, c'est d'aller interpeller des jeunes qui sont mis en cause dans des troubles à l'ordre public, dans des agressions, dans des vols à main armée, dans des cambriolages. Ça, c'est leur métier au quotidien. Et ils le font très bien. Et on a tous les ans, régulièrement d'ailleurs, une augmentation du nombre de mises en cause et du nombre de gardes à vue dans nos services. Et je ne suis pas le seul, la police fait la même chose. Mais il y a tellement aujourd'hui de situations de jeunes qui sont en précarité sociale que si on ne travaille pas sur un autre volet qui est le volet préventif et le volet d'intégration, on va passer à côté. Or, ce volet préventif et d'intégration, je ne vais pas le décréter en quelques mois. Ça va mettre du temps. Ça va peut-être prendre 2 générations pour que les jeunes puissent s'intégrer. Mais mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, et bien évidemment, et je vous en dois beaucoup, j'ai l'impression d'entendre un discours qui date des années 80. Pardon, mais pourquoi déjà dans les années 80, 81, 82, surtout 81, 82, si vous voyez ce que je veux dire, on nous expliquait que la délinquance, c'était pas de la faute des délinquants, c'était notre faute parce qu'ils n'avaient pas assez de terrain de foot, parce qu'on n'allait pas jouer au foot avec eux, ou parce qu'on n'était pas, on leur donnait pas assez de. À un moment donné, il faut savoir qui est la victime et qui est l'auteur. Alors, c'est avec un peu d'humour. Ne me fais pas dire, bien sûr, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'il faut qu'on puisse être répressif, et c'est ce que je te disais. À un moment, quand il y a des faits qui sont avérés, matérialisés, on interpelle, on présente, c'est clair. Et on incarcère. Je le rappelle, c'est qu'on a quand même un centre pénitentiaire qui est un des plus récents de France, si ce n'est le plus récent de France, qui a un taux d'occupation de 160%. C'est extraordinaire par rapport à ce qui se passe ailleurs en métropole. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et donc, si tu veux, on est sur des situations où, quand il faut prendre des mesures fermes, on les prend. Et les magistrats nous aident à les prendre, réellement. Mais je le répète, si on fait ça et qu'on ne se contente que de faire ça, on va à l'échec. Pourquoi? Parce que finalement, ce jeune-là qui va prendre 3, 4 ans, 5 ans, à un moment, il va ressortir. Il aura peut-être pas appris grand-chose dans son espace carcéral, il aura peut-être rien dans les mains et il va reproduire le même schéma. Et on recommencera avec peut-être plus de violence, avec peut-être
une détermination plus importante. Donc les deux volets sont importants. Et moi, je suis en tout cas convaincu que la valeur de l'exemple par le haut est fondamentale. Je te donne un exemple très simple, très concret. On s'inscrit au niveau de la gendarmerie depuis quelques années sur un développement de démarches pour les jeunes qui sont, entre guillemets, en situation d'échec scolaire et qu'on intègre, nous, progressivement dans la démarche des cadets citoyens de la gendarmerie, de façon à leur permettre de réapprendre réellement un peu les valeurs du citoyen. Mais ça, c'est génial, mais c'est à la marge. Mais si on ne le fait pas, même à 30, même à 40, demain, comment tu voudras que je fasse ça pour 100, 250, 300 gamins? Il faut à un moment commencer. Je ne dis pas que le système est parfait. Je dis pas qu'on va refaire le système SMA côté gendarmerie. Mais pourquoi pas? Mais peut-être bien. Ouais. Mais peut-être parce que le SMA n'est pas assez nombreux ou ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir absorber aujourd'hui le défi auquel on a affaire. Peut-être bien. Les cadets de citoyens, le service national universel, moi, ma classe préparatoire intégrée gendarmerie, où je vais créer demain les futurs sous-officiers ou officiers de la gendarmerie mahorais. Et j'en ai besoin. C'est cette jeunesse-là qui demain va me permettre, moi, de structurer ce territoire. Alors oui, ça répond peut-être pas immédiatement aux attentes des citoyens en matière de lutte contre la délinquance et de coup d'arrêt à la délinquance. Mais ça y participe. Et ce que je fais, moi, avec mes OPJ en répressif, ne peut vraiment être valable que si en prévention, derrière, et en capacité d'intégrer cette jeunesse, je n'ai pas de dispositif qui puisse les accompagner. Est-ce que vous faites le lien, et je pose souvent cette question du reste, mais habituellement je la pose à des politiques, que vous n'êtes pas bien évidemment. Est-ce que vous faites le lien entre immigration et délinquance? Vous qui êtes sur le terrain avec vos hommes, au quotidien, s'il y a bien des gens qui peuvent répondre à cette question, c'est bien les gendarmes. Alors le lien direct que tout le monde veut faire, le lien de dire c'est forcément l'Anjouanais qui a commis l'infraction, c'est forcément le grand Comorien qui est venu me faire ce cambriolage, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Parce que statistiquement parlant, vous allez nous dire que c'est les enfants qui sont nés ici, mais ils sont issus d'une famille. Mais donc ça peut être, alors, et d'une, ça peut être le cas. Et d'une, ça peut être le cas. Et je le dis bien aujourd'hui, l'immigration clandestine génère un pan d'économie souterraine qui est présent sur toute l'île et qui implique différentes strates de la population et de la société mahoraise. Et on a aujourd'hui des citoyens français d'origine mahoraise, des métropolitains, qui peuvent profiter, à un moment ou à un autre, de la situation de précarité économique et sociale d'étrangers en situation régulière. L'exploitation de la misère humaine. Exactement. Et qui d'ailleurs peuvent être initiateurs, instigateurs de réseaux, de passeurs, de mouvements de cette population, d'intégration, donc d'hébergement dans certains quartiers, de fourniture d'énergie, de façon à leur permettre de travailler sur le domaine agricole, les chantiers de bâtiments publics, le service à la personne, en toute impunité, et qui en tirent le bénéfice. Donc dire que c'est l'étranger qui provoque la délinquance, c'est faux. Par contre, qu'il y participe parce que c'est un des rouages d'une économie souterraine contre laquelle il faut qu'on lutte, réellement, ça c'est une réalité. C'est qui fait la délinquance? C'est les Français? C'est ceux qui, à un moment ou à un autre, tirent bénéfice à pouvoir contrevenir à la loi. C'est ceux qui, par facilité, par profit en tout cas facile, vont pouvoir profiter d'une situation extrêmement complexe vis-à-vis de ces étrangers en situation régulière. Donc oui, il y a des Anjouanais, oui, il y a des grands Comoriens, mais je le dis aussi, on a des ressortissants français qui en profitent. Des ressortissants nationaux, mahorais et métropolitains parfois. Ouais. On va évidemment parler dans la deuxième partie de l'émission de la notion de prison. On en a parlé tout à l'heure un petit peu quand on préparait l'émission. Mais avant, j'aimerais qu'on reste sur cette délinquance de terrain que vous vivez au quotidien. Il y a évidemment ce sentiment des citoyens qui, par moment, pas tout le temps, par moment, disent on n'y arrivera pas, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en période électorale, on peut utiliser cette expression, les yeux dans les yeux, plus sérieusement, colonel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une solution, et si oui, laquelle? Sans langue de bois. Et si on n'a pas, qu'on le dise, et on saura. Alors, tu le disais, moi je ne suis pas un politique. C'est vrai. Moi je suis un officier de gendarmerie, oui. Je commande 500 militaires qui, affectés ou en déplacement ici, ont une vraie mission de sécurité publique, de contact, de proximité avec la population, et on essaie de répondre présent partout où on est sur nos territoires, de façon à pouvoir lutter contre la délinquance, comme tu me disais, et surtout rassurer nos citoyens, être à l'écoute de nos citoyens. Il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs des solutions. Il y en a plusieurs. Elles sont applicables à Mayotte? Et elles sont polymorphes. Elles sont polymorphes.
Et elles relèvent toutes de champs de compétences qui, à mon sens, sont présents sur ce territoire. Mais on avance tous avec des temporalités différentes. Et moi, aujourd'hui, l'écueil que je vois sur Mayotte, c'est qu'on est dans une course contre le temps. On est dans une course contre le temps face à une situation démographique qui est difficilement maîtrisable, pour ne pas dire aujourd'hui quasiment peu maîtrisée, qui génère énormément de facteurs d'adversité sur l'île, à commencer par l'exploitation des ressources. Aujourd'hui, on a une grande coupure d'électricité, d'accord, qui a touché toute l'île. Automatiquement derrière, par sécurité, des approvisionnements en eau ont commencé à tomber. Notamment dans le sud. Exactement. Tout de suite, ça a une incidence. Tout de suite, les écoles ferment. Tout de suite, on voit à un moment ou à un autre arriver des blocages potentiels sur notre réseau routier, sur plein d'aspects qui fait que finalement, d'un élément assez banal, ou en tout cas une coupure d'électricité pendant 3 heures, peut mettre à mal tout l'environnement mahorais. Et donc c'est ce que je dis, c'est que lutter contre la délinquance, ce n'est pas la seule et unique vertu que devra développer à un moment le territoire pour s'en sortir. Ce n'est pas la seule et unique solution. Les solutions passeront par ce développement, mais ces développements ont des temporalités, des chronologies différentes. Et c'est en cela qu'il faut, à un moment, adopter une vraie stratégie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sur Mayotte? Si on doit permettre à chacun d'avoir des vraies perspectives sur ce territoire, il est au moins aussi important d'assurer la sécurité de l'usager sur la route pour que le transport logistique entre Longoni et Mamoudzou se passe bien, qu'il faudra à un moment lui offrir la possibilité peut-être de trouver un poste, un travail en dehors de Mamoudzou et ne pas tout concentrer sur Mamoudzou. Il faudra peut-être à ce moment-là revoir aussi tout le schéma d'infrastructure routière et développer d'autres moyens de navigation par le lagon, pourquoi pas? Exactement, par le lagon, pour soulager la pression sur le réseau routier et finalement gagner du temps. Et finalement, éviter d'avoir une population qui, par promiscuité, se concentre sur les mêmes points. Tout ça y participe. Tout y participe. Donc, il n'y a pas une solution, c'est des solutions. Maintenant, la difficulté, c'est tout le monde n'avançant pas en même rythme. Quelle est réellement l'échéance sur laquelle il va falloir qu'on arrive tous à notre objectif? Et ça, c'est la vraie difficulté. Et ça, à mon sens, c'est le véritable enjeu pour Mayotte. On va aborder les thèmes qu'on a évoqués en fin de première partie d'émission. Vous avez parlé de la prison et beaucoup de gens ont le sentiment, et je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont le sentiment que la prison, alors qu'en France, et on est en France, alors qu'en France, la prison, c'est la sanction ultime, eh bien ici, on a le sentiment que pour certains d'entre eux, c'est un moment de repos et on va à l'hôtel, je ne vais pas donner de marque d'hôtel, mais au moins un hôtel 4-5 étoiles par rapport aux conditions de vie qu'ils ont ici. Et donc la sanction ultime n'est plus une sanction pour ces gens-là. Donc ça veut dire que si la prison n'est plus une sanction, il n'y a plus de solution. Alors c'est à mon sens un peu galvaudé. Ouais. Concrètement, quelle est la vocation de la prison? La première vocation, au jour d'aujourd'hui, c'est de permettre à un délinquant qui a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, de pouvoir à un moment s'amender et donc d'avoir un temps suffisant pour l'écarter de la société, lui faire comprendre un petit peu la portée de son geste et lui donner la possibilité de s'amender. Mais c'est qu'une des vocations de la prison. La deuxième vocation, c'est également de se préserver des actes délinquants qu'il pourrait éventuellement réitérer s'il était dehors. Et donc, pendant un temps certain, de s'assurer que ce dernier ne nuira pas à l'ensemble de la société. Donc dans ces conditions-là, à mon sens, la prison, elle répond pleinement à sa vocation. Peut-être que pendant un temps, pendant quelques mois, pendant quelques années, mais en tout cas, elle répond à cette vocation. Sur ce point-là, oui. Je me protège d'eux. Après, elle protège la société en fait. Voilà, c'est ça, elle protège la société de ces délinquants. Après, dire qu'aujourd'hui, la prison offre des conditions de vie qui peuvent être meilleures que celles que l'on rencontre dans certains bangas. Personne ne peut dire le contraire. Voilà, dans des zones qui sont effectivement très précaires, où on voit des gosses qui jouent sur les tas d'ordures, pas d'adduction d'eau, l'électricité qui est repiquée, voilà, des bouts de tôle et de bois pour pouvoir faire tenir la maison. Oui, c'est une réalité, les conditions sont certainement meilleures en matière d'hébergement finalement et d'alimentation et de suivi pour ces délinquants que dans leurs bangas. Malgré tout, on leur prive de leur liberté, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'à un moment, pour quelques semaines, quelques mois, ils récupèrent, ils ressortent et ils recommencent. Ce n'est pas rien, malgré tout. C'est déjà ça. Quelques mois. Ouais. Je mets au défi n'importe qui de tenter l'expérience, c'est rarement agréable. Et puis, on se protège malgré tout de leurs actes pendant un certain temps. Bon, maintenant, et on revient toujours un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la prison, finalement,
Comme tu le disais, c'est la sanction ultime sur la chaîne judiciaire, hein, la réponse pénale à la commission d'infraction. Mais au-delà de ça, c'est un des éléments qui doit nous permettre de nous préserver de ces comportements. Et de dire à ce jeune, bon, tu as payé ta dîme, tu as fait 3 ou 4 ans de tôle parce qu'à un moment ou un autre, tu as commis un vol à main armée, tu as provoqué des coups et blessures avec des gros ITT, tu as failli tuer quelqu'un, donc tu as pris ta sanction. C'est cette sanction qui doit te faire comprendre aujourd'hui que si tu recommences, tu vas prendre là par contre 20 ans en réclusion criminelle et on va changer de musique entre guillemets. C'est-à-dire que là, la prison, c'est plus uniquement une période de ta vie qui va te permettre de comprendre pourquoi à un moment ou à un autre tu es sorti des rails, ça va être réellement là un temps carcéral long où tu vas gâcher ta vie, tu vas perdre une partie de ta vie. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des réponses pénales à étage, il y a une profondeur, si tu veux, dans la réponse pénale qui doit nous permettre à un moment réellement de nous protéger de ces comportements-là. Après, si vous voulez simplement par la peine carcérale arrêter toute délinquance, ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça n'a jamais marché, ça ne fonctionnera jamais. Et puis, mon colonel, il y a ceux qui ne vont pas en prison. Alors là, je parle de quoi, de qui, ça va vous faire sourire, de ces jeunes, peu importe l'âge. Pour moi, jusqu'à 25 ans, ils sont jeunes. Oui, je commence à me faire vieux. C'est le cas de tout le monde. Les fameuses COPJ. Donc voilà, un gamin est arrêté, un jeune est arrêté, il a fait une bêtise plus ou moins importante. Aux yeux de la victime, c'est une bêtise énorme, forcément. Et puis on lui dit attention, il ne faut pas recommencer. Et puis il est dehors, avant même d'avoir fini, avant même que la procédure ait pu encore entendre la victime. Mais il est déjà dehors. Et ça énerve le peuple, ça énerve la population. En tout cas, ça génère une incompréhension. Vous êtes d'accord avec ça ? La COPJ, elle répond finalement qu'à une partie des mesures pénales que l'on pourra appliquer à un délinquant ou à un jeune délinquant. Bon. Après, il ne m'appartient pas parce que je ne suis pas magistrat et c'est pas moi qui aujourd'hui est en charge de l'application des peines et de la portée des peines. C'est vrai. Mais si je devais en tout cas apporter moi mon analyse d'officier de police judiciaire, de maillon de cette chaîne judiciaire, la COPJ, elle a surtout vocation, comme tu le disais à un moment, à convoquer ce jeune et lui dire attention, voilà, premier temps de l'armée, entre guillemets, premier avertissement. Là, tu as fait telle chose, c'est sanctionnable, la prochaine, tu vas prendre très cher. Donc maintenant, il va falloir que tu comprennes ce geste. Et ça a une vraie portée, notamment à destination de jeunes mineurs. Les majeurs, c'est un petit peu plus compliqué, je l'entends, mais avec des jeunes mineurs, quand il y a tout un accompagnement parental autour. Ce n'est pas forcément le cas ici. Alors, c'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est-à-dire que si le jeune est déjà délaissé, s'il est déjà isolé, que ses parents ne s'en occupent plus, là, je te rejoins, la COPJ n'aura pas la portée que l'on pourrait en tout cas estimer lui donner, et c'est le cas notamment en métropole, parce qu'il n'y a pas cet encadrement parental. Et donc, il faut peut-être revenir sur des choses un petit peu plus pratiques autour de la cellule familiale. Contraindre davantage les parents à venir chercher leurs enfants et à s'occuper d'eux. Ouais. Je te donne un exemple très clair et très concret. Et comment vous allez contraindre ? En 2020. Quand on arrive, on a énormément de troubles à l'ordre public sur Pamandzi et l'abattoir, ici. Et donc, on a sollicité les mairies pour qu'elles nous délivrent des arrêtés municipaux interdisant aux jeunes mineurs de 13 ans et moins de divaguer sur la voie publique. À partir d'une certaine heure. Voilà, c'était à partir de 20h ou 21h. Et donc, on a… Une espèce de couvre-feu. Exactement, c'était un couvre-feu pour mineurs. Et donc, on a récupéré régulièrement des enfants âgés de 13 ans et moins qui, sur la voie publique, déambulaient. Oui, 10 ans, régulièrement. Et donc, on a convoqué les parents, parce qu'ils ont quand même, à un moment ou à un autre, un peu encore la peur du gendarme à cet âge-là, quand ils sont un peu isolés. C'est sûr, quand ils sont en bande de 50, c'est moins le cas. Mais ils ont encore un peu la peur du gendarme. Donc, on récupère les éléments concernant leurs parents et on les convoque, les parents. On les convoque dans la soirée pour venir les chercher. Quasiment aucun ne s'est déplacé. Il a fallu attendre le lendemain que les membres de la protection sociale de l'ASE viennent récupérer les enfants, les fassent ressortir pour que les parents s'en occupent enfin. Donc le premier travail, il est, oui, sur le délinquant, mais il est aussi sur tout l'encadrement de ce jeune. Mais oui, mais vous amenez la démonstration que ça ne fonctionne pas. Enfin, n'importe quel papa, n'importe quelle maman, mon colonel, viendrait chercher son gamin. J'ai un gamin qui a 13 ans, si demain il fait une bêtise, mais s'il fait une bêtise, je suis le premier à aller le chercher à la gendarmerie. Bon, il risque de prendre une paire de claques, hein, mais au minimum. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas si on est en tête-à-tête uniquement avec le gamin, et c'est là où on a besoin, nous, de l'appui de toutes les associations et de tous les acteurs sociaux dans ce domaine.
Et là, les mairies ont un rôle à jouer, les associations de protection de l'enfance, d'aide aux familles ont un rôle à jouer, la CSSM a un rôle à jouer dans sa version CAF. Enfin, vraiment, là, on a tous les acteurs qui doivent se mettre un moment en mobilisation de façon à pouvoir aider toute cette chaîne judiciaire dont on n'est qu'un des maillons. Sans quoi, oui, je suis d'accord avec toi, sans quoi notre action, elle va être stérile, complètement. On a le sentiment parfois, mais peut-être que vous et vos hommes, vous l'avez ce sentiment, mais je sais que vous ne le direz pas aujourd'hui, mais on a le sentiment qu'on met des morceaux de chewing-gum dans certains trous, on essaie de colmater, mais on ne règle pas le problème, on fait au mieux et on attend que ça passe parce qu'on n'a pas vraiment de solution. C'est ça le fond de… Je ne pense pas que ça soit le fond. Je pense qu'il faut aussi regarder l'histoire de ce territoire qui reste un jeune département, qui s'inscrit dans une histoire récente en tout cas. Dans la communauté un jeune nationale. département, mais on est français depuis 1847, avant Nice et la Savoie. Donc, Mais regarde bien l'évolution des départements comme la Guyane, les Antilles, je ne sais pas si tu les connais, qui ont des développements qui ont été très longtemps chaotiques. Et avec des cultures différentes, donc ça change beaucoup de choses aussi. Avec des cultures différentes, empreintes d'une économie triangulaire avec l'esclavage, avec la culture du sucre, enfin bon. Et donc des mentalités. Il y en a même qui sont devenus caméramans. Hein. Mais au-delà de ça, leur construction historique s'est faite également sur plus de 2 siècles. Ouais. Ils sont départements de plus près de 60 ans ou 70 ans pour la Guyane. Les 10-15 premières années ont été extrêmement chaotiques. Et on connaît aujourd'hui encore des soubresauts de violence et de délinquance dans ces départements aux Antilles qu'on ne connaît d'ailleurs pas sur Mayotte. Oui, c'est-à-dire l'armement. Il y a des gens qui sont armés et qui tirent. On l'a pas. Dieu merci, je touche du bois. Avec une culture de violence urbaine qui est autrement plus développée que ce qu'on peut connaître ici. Sur le terrain, avec nos caméras, nos appareils photo, régulièrement, on voit, on suit ce qui se passe quand vous faites du maintien de l'ordre. Des fois, on est de l'autre côté pour vous voir de face. Des fois, on est derrière vous pour voir les gens de face et vous voir travailler. Mais on voit aussi ce qui se passe. Et on voit cette violence qui frappe vos hommes. J'y suis sensible parce que j'ai eu un père militaire. Donc, et c'est d'une violence extrême. Quand on voit l'état de vos véhicules, il y a des vraies questions à se poser. Et la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous arrivez tout le temps à garder la tête froide quand il y a un de vos collègues, et je l'ai vu de mes yeux, qui prend une pierre dans la mâchoire et qui est fracturée et qui laissera des lésions à vie. Est-ce que vous arrivez à garder votre sang-froid? Moi, je commande des grands professionnels qui ont vraiment, au cœur en tout cas, de leur vocation, qui ont vraiment ce point d'honneur à servir en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, sans être un moment ou un autre dans l'affect. Quand on a un de ses camarades qui tombe parce qu'il est blessé, on aura toujours un moment ce réflexe de l'extraire parce qu'on est drillé, parce qu'on est entraîné pour ça. Et oui, il y aura une vraie montée d'adrénaline et il y aura une grande émotion. Mais je peux t'assurer que l'unité au complet saura réagir de façon collective parce qu'elle est entraînée, parce qu'elle est formée, parce qu'elle est équipée pour, de façon à l'extraire et à continuer la mission. Et vous êtes entraîné à prendre des cailloux dans la figure, pour être poli. Vous êtes entraîné à vous faire insulter, ce qui est le cas. Vous êtes entraîné à recevoir des coups de barre. Je l'ai vu, des barres de fer. Écoute, moi je t'invite, un de ces quatre, à aller à Saint-Astier. Non, mais viens en métropole. Il y a un centre à Saint-Astier qui entraîne tous nos gendarmes mobiles à ce type d'opération. On a des gendarmes mobiles ici, puisqu'on a à peu près 3 escadrons, 200 militaires de la gendarmerie mobile, qui, depuis 2018 et les Gilets jaunes, sont passés quasiment par toutes les crises possibles et existantes sur tous les territoires, outre-mer comme en métropole. Et je peux t'assurer qu'ils ont fait preuve d'une résilience et d'un courage extraordinaire. Moi, j'en ai commandé. J'étais à Paris au mois de décembre 2019, au moment où on a eu vraiment les plus grosses échauffourées avec les Gilets jaunes. J'ai connu Notre-Dame-des-Landes, on a fait l'entrée dans Notre-Dame-des-Landes. J'ai connu des gros dispositifs de maintien de l'ordre où ça a été quand même extrêmement tendu, notamment au niveau du G7 à Biarritz. Toutes ces étapes-là ont permis d'aguerrir nos militaires. Et réellement, oui, aujourd'hui, ils sont entraînés, ils sont formés à ça. Maintenant, la norme d'encadrement de l'ordre public, c'est pas ça. On peut comprendre que les gens, à un moment ou à un autre, aient besoin de s'exprimer sur la voie publique, mais c'est encadré. C'est à un moment ou à un autre limité dans un principe de loi et de respect d'autrui. Les affrontements que l'on a aujourd'hui face à nous, ils sont là uniquement pour atteindre les forces de l'ordre et c'est presque par désœuvrement et par
jeu à l'encontre des forces de l'ordre qu'on a des jeunes qui viennent s'affronter toutes les nuits sur certains quartiers de la Grande Terre. Mais il faut bien comprendre que là, on dépasse très largement le cadre normal d'emploi de nos forces mobiles. On est vraiment sur des situations de violence urbaine et de rétablissement de l'ordre. Et là, on bascule là aussi sur des moyens plus coercitifs, l'emploi blindé, l'emploi récurrent d'artifices, de lacrymogènes, de munitions assourdissantes, qui doivent à un moment nous permettre de disperser la foule. Donc oui, ils ont l'habitude. Maintenant, c'est tellement extraordinaire la situation que l'on rencontre ici qu'il se peut, parfois on ait ces effets de sidération dans les premiers temps de leur arrivée, et c'est en cela que leur professionnalisme, leur entraînement, leur formation les préserve justement de mouvements de panique. Et ils font vraiment preuve d'un grand sang-froid. Comment ne pas évoquer dans cette émission la lutte contre l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine, la fameuse LIC, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors la gendarmerie a plusieurs moyens et travaille sur plusieurs terrains pour lutter contre cette immigration. Il y a la brigade nautique, par la mer, les bateaux, sur terre, il y a des contrôles. Et dans les airs. Et dans les airs, effectivement, et dans les airs avec l'hélicoptère. Il y a tous les ans, d'une manière générale, mais on est entre 20 et 25 000 reconduites à la frontière. Alors il y a des années c'est 18 000, il y a des autres années ça va être 27 000, mais globalement on est toujours dans les mêmes chiffres. Et pourtant on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de Kwassa qui rentrent. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous avez une idée du nombre de Kwassa que vous interpellez, pardon, et du nombre de Kwassa qui rentrent? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, on a interpellé tant de Kwassa. Ok, mais il y en a combien qui rentrent? Alors, bon, déjà, moi, il ne m'appartient pas forcément de pouvoir commenter des chiffres que je ne maîtrise pas, parce que je maîtrise, entre guillemets, ce que je produis, mais je ne suis pas le seul. On parle de la gendarmerie, mais il y a la police de l'arrêt des frontières, donc c'est la vocation principale. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai souvent tendance à dire. Moi, mon cœur de métier, c'est la sécurité publique, c'est le contact avec mes concitoyens, c'est répondre présent, en tout cas, pour mes concitoyens sur le territoire. Et donc, je participe à la LIC, mais je suis souvent un concurrent et pas forcément un menant. Bon. Une fois qu'on a dit ça, l'estimer, c'est extrêmement compliqué. Peu ou prou, on est à 75% d'interception et de refoulement des Kwasses qui nous viennent d'Anjouan. Tu fais un calcul. Si on est à 75% quand on fait 25 000 reconduites à la frontière, tu rajoutes un quart de plus et tu as à peu près ton chiffre supposé de Kwasses qui est susceptible d'arriver sur Mayotte. Mais au-delà de ça, la vraie difficulté, à mon sens, aujourd'hui, elle n'est pas tant sur le flux que sur le stock. Une grande partie de la délinquance qui est au cœur des problématiques de nos concitoyens revient souvent, en fait, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des jeunes, qu'est-ce qu'on fait de ces délinquants qui, nés à Mayotte, n'ont pas ces perspectives. Et en fait, on revient souvent à ça. Je ne dis pas que l'immigration clandestine ne nous amène pas son lot et son cortège de délinquants et de entre guillemets, de sources de délinquance. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Après, oui, on y participe pleinement. Moi, comme tu disais, j'ai bientôt 3 intercepteurs opérationnels, bientôt un 4e. J'ai le seul hélicoptère d'État qui participe. Il dédie 70% de son potentiel opérationnel à faire des missions de LIC. Et on a également toute la capacité de la gendarmerie mobile à opérer sur terre des opérations de contrôle et d'interpellation d'étrangers en situation régulière. Mais mon cœur de métier, au départ, il est quand même d'abord tourné vers la sécurité publique et l'ordre public et la LIC qui contribue. Je sais que si je suis en tout cas opérant, efficace dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, j'aurai à un moment ou à un autre un peu moins de pression dans le domaine de l'ordre public et un peu moins de difficulté à gérer certains événements. Il nous reste allez, à peine 1 minute et demie. Ça passe vite, hein? C'est vrai. Mais la dernière question, elle est authentique, elle est sincère et elle correspond à une attente de la population. Donc la réponse, elle va être importante aussi. Mon colonel, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de croire qu'on va pouvoir aller au restaurant le soir? Est-ce qu'on a le droit de croire aujourd'hui qu'on va pouvoir ne pas avoir peur d'avoir sa femme qui va aller faire les courses et qui ne va pas se faire agresser dans la voiture, même en pleine journée, ou arracher le sac à main? Est-ce qu'on a le droit de croire qu'on peut revivre normalement sur cette île que l'on aime, Mayotte? Est-ce que tout ce que vous mettez en place, vous, l'État d'une manière générale, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on peut y croire? Alors moi j'y crois. Réellement. Moi, je vois toujours la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Mayotte, c'est ici que j'ai pris mon galon de colonel. Et d'ailleurs, je te le dis, mais c'est peut-être ici que je prendrai un autre galon après celui de colonel. C'est ici que j'ai été décoré de la Légion d'honneur. Après, ça s'arrête, hein? Oui, il paraît, hélas. Mais j'ai été décoré de la Légion d'honneur à Mayotte. Ouais. Moi, j'ai un attachement profond à cette terre. Vraiment, je l'aime énormément.
Et oui, il y a des raisons sérieuses, structurelles d'y croire. Mais je le répète, individuellement, si chacun dans son coin, on n'est pas capable de pouvoir se coordonner et d'avancer en même temps, on a là de vraies difficultés qui, dans 10 ans, vont difficilement être surmontables. C'est cette chronologie, cette temporalité de l'action de tous les services, de l'État, des collectivités territoriales, des associations de citoyens, qui doit nous permettre de sortir de l'ornière. Oui, réellement. C'est pas juste un slogan. Non, c'est pas juste un slogan. Si je ne suis pas moi capable d'écouter ce que tu me dis, d'écouter ce que dit une association, de ce que dit un élu, je passe à côté de ma mission. Mais il faut qu'il soit aussi capable d'entendre ce que j'ai besoin de dire et d'être en réaction à l'écoute des besoins de toute la société. Donc on y croit. On y croit. Merci beaucoup, mon colonel, de nous avoir accordé autant de temps. Et puis, c'est l'occasion de le faire. Je le fais assez rarement parce qu'on n'a pas forcément l'occasion. C'est un gros coup de chapeau à tous nos gendarmes qui sont ici, qui sont sur le terrain et qui parfois ont une vie un peu compliquée, parfois même à l'extérieur, hein, c'est compliqué. En tout cas, bravo à tous ces militaires qui tous les jours essayent de faire en sorte qu'on puisse vivre à peu près normalement sur cette île. Allez, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine, ça sera avec un autre invité, ça sera toujours sur Coezy avec CQFD. D'ici là, soyez prudents. Ciao.